prépare et anime ce cycle de conférence. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être présent. Une très bonne année à tous et à toutes. C'est encore la période des vœux, hein, c'est juste la période des vœux. Ce soir, on poursuit le cycle qui a été ouvert en décembre, intitulé « Le travail en jeu politique », et qui est un cycle qu'on a voulu mettre en place en ce début d'année éminemment politique qui fait que dans notre pays, nous sommes tous en réflexion sur à la fois les ambitions, la situation et la façon dont on peut essayer d'aller vers des chemins les plus joyeux possibles. Je laisserai Christian rappeler les contours de la question telle qu'elle a été posée lors de la première conférence, telle qu'elle a été posée par lui-même et par François Hubault. Et puis ensuite, nous passerons la parole à Jacques Archimbaud et à Sandrine Rousseau. Alors, on les remercie d'être venus. Et on avait proposé à Jacques de venir plancher au nom d'Europe Écologie Les Verts. Et il nous a proposé de venir avec Sandrine Rousseau. Donc, Jacques Archimbaud et Sandrine Rousseau qui font partie des co-rédacteurs du projet qui vient d'être mis en ligne récemment, Vivre mieux vers la société écologique, le programme d'Europe Écologie Les Verts, qui se présenteront ensuite, s'ils le souhaitent, plus longuement, et qui font partie du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc la formule, vous la connaissez tous et toutes. Petite introduction de Christian pour nous rappeler les éléments du débat pour celles et ceux qui n'auraient pas été présents sur la première conférence. Ensuite, on va laisser la parole à Jacques Archimbaud, qui nous dira dans un premier temps comment, au regard de la culture, de la politique écologique, enfin de la culture écologique et des écologistes, les questions du travail sont posées, comment aujourd'hui elles sont re-questionnées par les mutations en cours et les perspectives de mutation écologique appelées à se réaliser du point de vue d'Europe Écologie Les Verts, et de regarder comment tout ça se concrétise dans des propositions, et donc la façon dont la tension entre des volontés fortes, des utopies, des ambitions, et puis aussi des contraintes, se résout, ou peut se résoudre à travers un certain nombre de propositions. Donc tout ça, ça nous prendra une quarantaine de minutes, et ça nous laissera le temps d'avoir l'équivalent en échange et en intervention des uns et des autres. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Christian. Merci. Bonjour, bien entendu, à vous tous. Et encore une fois, merci de venir à ces séances, ces conférences d'Athémis, parce que pour nous, c'est très important d'engager ces échanges. La première conférence que nous avons ouverte au mois de décembre, si je ne me trompe pas, sur du cycle Le travail en jeu politique, cherchait à déterminer un certain cadre qui a constitué finalement un cadre de questions que nous posons maintenant à ceux qui assument des responsabilités politiques. Et comme nous l'avons indiqué lors de cette première séance, nous souhaitons inviter non seulement Europe Écologie Les Verts, mais aussi le PS, mais aussi le Fonds de Bourges et d'autres acteurs, de telle manière que l'on puisse avoir à la fois un échange sur le rapport entre travail et politique, et en même temps voir dans quelle mesure peuvent se construire des coopérations, des collaborations qui permettent de revenir sur l'enjeu de la centralité du travail. Alors, il y a d'une certaine manière, je ne veux pas être trop long parce que pour être pas trop répétitif par rapport à la séance dite inaugurale, mais si vous voulez, il y a trois grandes séries de questions que nous nous posons. La première série de questions concerne les mutations du travail actuelles que nous connaissons maintenant depuis un certain temps, puisque ces mutations profondes se sont engagées à la fin des années 80, avec le développement des nouvelles technologies informationnelles, avec le développement et la généralisation des activités de service, avec la dimension de plus en plus immatérielle des activités de production, aussi bien de production de biens alimentaires, de production de biens industriels que de production de services. Et ces grandes mutations
provoque des changements profonds du travail en tant qu'activité de création de valeur, en tant qu'activité de création de valeur au sens de la valeur économique, mais aussi en tant qu'activité de création de valeur sociale, du lien social, et au-delà même, on pourrait dire, au-delà de cette question de la création de valeur sociale, ou en parallèle, la création de valeur pour soi-même, c'est-à-dire de développement personnel des individus. Et étant que, à travers l'activité de travail, les personnes, femmes, les hommes, construisent leur identité, construisent leur personnalité, et que c'est une occasion extraordinaire de développement. Au contraire, des enjeux très difficiles à surmonter, renvoyant plutôt à la souffrance qu'au plaisir et aux capacités de développement personnel. Le travail est donc pour nous un des enjeux centraux, et les évolutions de ce travail, matériel, de service, fait émerger des nouvelles questions qui n'étaient pas présentes dans les années 60, 70, même 80. Ces nouvelles questions qui, en même temps, sont des questions politiques. Qu'en est-il de l'évaluation ? Qu'est-ce qu'on peut dire des logiques d'évaluation du travail, de la coopération ? Qu'en est-il des questions de professionnalisation ? Qu'en est-il de l'utilité du travail, c'est-à-dire du sens du travail ? Et comment le politique, au sens noble du terme, peut se saisir de ces questions et en faire des enjeux de leur intervention, de la scène politique, et donc de faire de ces questions des points de repère et d'intervention sur la scène politique. C'est la première série de questions que nous posons à nos amis. Et bien entendu, on ne peut pas toutes les traiter, mais ça serait intéressant qu'ils rebondissent sur une ou deux questions. Juste avant, en préparant un tout petit peu cette conférence et cet échange qu'on va avoir ensemble, on est revenu par exemple sur l'enjeu du temps de travail. Voilà, comment aujourd'hui on peut aborder la question du temps de travail. Dans l'ère industrielle, le travail sur site était assez nettement découpé du travail des activités hors site. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, avec la dimension très immatérielle, l'engagement de la subjectivité des uns et des autres dans le travail est beaucoup plus difficile de limiter le temps de travail au temps de travail sur le site. On est engagé dans son travail, on rêve de son travail, on résout des problèmes lors des rêves. Et on voit bien que aborder la question du temps de travail aujourd'hui nécessite d'avoir de nouveaux référents, donc de construire institutionnellement cette question d'une manière renouvelée. Le deuxième plan de questions, c'est des questions, on pourrait dire, qui apparemment sont des questions dites de société ou des questions sociales, qui, dans un premier temps, ne laissent pas apparaître les enjeux du travail, et pourtant, les questions du travail sont présentes à travers ces questions sociales. Par exemple, la santé. La santé, c'est bien entendu un élément qui interroge tout le monde. La santé publique, la santé des uns et des autres. Or, cette santé, la façon dont nous avons, nous, êtres humains, un rapport à la vie, eh bien, ce rapport, il est médié par la question du travail. Et nous savons que selon les conditions dans lesquelles nous travaillons, eh bien, on résout ou pas les enjeux de santé, et que ce lien va être très important dans les politiques publiques à propos de la santé que pour avoir. Les questions de sécurité, de violence dans les quartiers, de violence dans les lieux publics, ont à voir aussi avec la question du travail. Et c'est intéressant d'essayer de voir quels sont les liens qui peuvent être tissés et en quoi ces liens permettent de faire évoluer la conception de politique publique qui concerne ces enjeux sociétaux. Santé, sécurité, mobilité. Et puis la troisième série de questions, qui sont des questions que nous souhaitons débattre, c'est aussi le fait que les politiques, les élus, les gens qui assument des responsabilités dans les organisations politiques, travaillent. Le politique, c'est travailler. Qu'en est-il de ce travail politique? Et peut-on avoir une réflexion sur ce travail politique qui soit telle que, à travers cette vision renouvelée de ce travail politique, on puisse aborder des nouvelles pratiques politiques, de nouvelles façons de faire de la politique, de nouvelles façons de démocratiser la question de la pratique politique, et donc de réinterroger la place des organisations politiques dans notre société. Trois séries de questions qui sont, on le comprend bien, des questions à la fois complexes,
passionnantes, un peu graves, des questions pour lesquelles il y a plus de questions, on a souvent plus de questions que de réponses, mais en même temps c'est intéressant de les balayer pour engager un premier échange, et puis de voir comment ensuite cette pensée, peut-être à travers l'expérience, cette pensée peut évoluer, se construire, se renforcer. Alors je voulais d'abord, moi aussi, Patrice, vous remercier tous les deux, là, c'est très sympa. Bon, c'est très passionnant, c'est très convivial, vous allez voir, c'est très convivial. Et nous participants et nous-mêmes, nous accueillons généralement avec une grande empathie. Donc les choses, mais on attend en même temps beaucoup de vous, parce qu'on est ravis. C'est pas tous les jours qu'on organise des relations avec des gens qui assument des responsabilités politiques. Et donc on vous remercie encore, et puis on attend beaucoup. Mais en même temps, on est modeste, on sait que ces questions sont complexes et qu'on a besoin de temps pour les élaborer. Voilà, encore une fois, merci. Bien, donc bonjour à vous. Vous comprenez pourquoi je suis venu avec du renfort après les questions nombreuses, compliquées qui ont été posées par Christian. J'ai bien conscience qu'on n'est pas ici dans un meeting. Vous n'attendez pas des réponses et des affirmations et des certitudes. On est venu là aussi de cette façon pour partager des interrogations, mutualiser des questionnements, mettre en question des doutes, des hypothèses. Alors, évidemment, la politique, c'est quand même, au-delà des doutes, des intuitions, des hypothèses, de proposer quelques éléments de solution, en tout cas d'engager des éléments de dynamique. Et on s'est un peu partagé le travail pour essayer de répondre, ou donner des éléments de réponse dans les termes que je viens de dire aux questions posées par Christian. Donc moi j'essaierai d'aborder plutôt, pas parce que seulement je serais un spécialiste de la tchatch ou de la philosophie ou de l'abstract, mais plutôt les éléments de philosophie politique un peu des écologistes par rapport à la question du travail. Puis Sandrine qui a évidemment beaucoup travaillé sur le projet, avec de façon collective, qui dira peut-être les conditions dans lesquelles on va travailler. Singulièrement examiner les propositions ou les intuitions qui fonctionnent à l'intérieur de ce document. Alors, moi, puisque j'ai vraiment beaucoup réfléchi aux questions qui étaient posées, je vous propose un peu un exposé en 3 temps. Un premier temps qui, en gros, consiste à faire l'inventaire des repères traditionnels ou des positionnements habituels des écologistes sur le travail. Puis un deuxième temps, je ne sais pas comment on organisera la discussion, sur un peu les opportunités stratégiques ou les opportunités à propos du changement du travail offertes par la mutation écologique dans les années qui viennent. Alors, on rentre dans le vif un peu du sujet. Quelques points de repère à propos de la culture écolo, la culture écologiste sur le travail. J'ai distingué 2 choses. Ce qui est un peu le fond commun, ce qui est partagé par les écologistes et par les traditions de la gauche politique et syndicale, et puis ce qui est proprement écologiste. Ce qui est commun entre les gauches traditionnelles et les écologistes, c'est, avec toutes les gauches, puisque pas seulement de la gauche, c'est évidemment l'idée qu'il faut rééquilibrer la relation entre le travail et le capital. Les écologistes disent qu'en gros, il y a un stade, il y a un seuil d'inégalité qui est totalement incompatible avec l'idée même du changement et de l'impératif écologique. Première idée. Autre idée, il faut sécuriser le travail, il faut réduire toutes les formes de précarité. Troisième idée, il faut promouvoir l'égalité dans l'accès au travail, dans l'exercice des conditions de travail, et singulièrement, évidemment, prioritairement, poser la question et réduire les écarts de travail entre femmes et hommes. Autre élément, évidemment, la lutte d'actualité de grande importance contre ce qui appelle la souffrance au travail, la prévention des maladies professionnelles, etc., etc. Et enfin, dernier thème qui est partagé, qui est commun, sur lequel il n'y a pas de singularité, en tout cas de singularité a priori des écologistes par rapport aux traditions de la gauche politique et syndicale, c'est vraiment ce qui touche à l'élargissement de la démocratie d'entreprise et des droits des travailleurs. Avec une partie seulement de la gauche, les écologistes partagent évidemment la préoccupation, on y viendra peut-être tout à l'heure quand on exposera les contraintes et les rapports de force qui pèsent sur ces questions aujourd'hui, avec une partie de la gauche, est-ce que c'est la seconde gauche, est-ce que c'est la gauche libertaire, je ne sais pas, évidemment les écologistes ont en commun le fait de poser de façon très insistante et de façon quasi obstinée, en tout cas sans doute à contre-courant, la question du partage du travail et de la poursuite du processus historique de
réduction du temps de travail. Alors sous des formes variées, mais enfin l'idée reste la même. L'idée c'est travailler moins pour travailler tous, travailler moins pour vivre mieux en gros, pour rester dans les slogans. Et donc l'objectif, la réduction du temps de travail, sous des formes assez variées. Hein. Les écologistes sont plus souples qu'ils n'ont pu l'être sur les conditions de cette réduction. Donc l'affichage de cet objectif, la RTT, c'est du durée hebdomadaire, de la semaine des 4 jours, de la répartition du temps de travail sur toute la vie, enfin bon, les formes sont variées, apparaît toujours comme une nécessité, faisant le contrepoint des gains de productivité dans notre société. Et là, l'objectif, il est assez clair, il est assez classique, et d'une certaine façon, évidemment, il pose problème. Il est classique, c'est réduire le chômage, hein, et notamment le chômage des jeunes. Hein. Évidemment, le chômage étant soi-même une forme de partage violent, mais une forme de partage du travail. C'est réduire le clivage entre les travailleurs garantis et puis les travailleurs les plus précaires. C'est évidemment l'idée de disposer pour tout le monde du temps nécessaire hors travail pour développer les activités civiques, les activités sociales, les activités personnelles dont parlait Christian tout à l'heure. Évidemment, dernier objectif plus stratégique, hein, plus utopique, c'est donner une pratique du bien-être qui donne envie d'aller vers un autre type de société. Enfin, le sens de cette mesure-là ne réduit pas la question de la création d'emplois, mais s'inscrit dans cet objectif de transformation un peu plus globale. Donc ça, c'est le paquet qui est commun entre la tradition écolo et les traditions de la gauche dans ce pays. D'ailleurs dans d'autres pays. Il y a quand même 4 notions, 4 questions qui sont très spécifiques de la tradition écolo. Alors je ne les développerai pas trop. Enfin, il est clair que l'écologie est traditionnellement critique d'une apologie du travail en tant que tel. C'est-à-dire que l'écologie conserve une certaine méfiance sur l'idée que le travailleur est une valeur émancipatrice en général. Et en fait, cette critique du travail comme valeur en soi fait écho à la critique du tout progrès, du tout consommation. Elle s'inscrit dans une vision critique plus globale de ce qui est appelé, qui vient peut-être une précision par les écologistes, le productivisme. Donc dans leur mise en cause de ce qui est dans le jargon classique, la réification, l'hétéronomie, la domination, enfin bon. Donc les écologistes se sont toujours refusés à faire du salariat un cadre socialisant situé, comme le dit souvent d'ailleurs la tradition républicaine, dans la continuité de l'école de la République. Donc les écologistes contestent le trait d'égalité, travail égale forcément lien social, égale forcément moyen individuel de réalisation de soi-même, égale forcément lieu idéal de coopération sociale. Alors à l'inverse, de façon à enlever toute ambiguïté, ils ne considèrent pas non plus que le nec plus ultra de la radicalité, que ce soit l'annonce de la fin du travail, la négation de son caractère socialisateur. Évidemment, le caractère socialisateur du travail reste d'autant plus fort que d'autres instances du vivre ensemble sont sérieusement mises à mal et tendent à se rétracter dans nos sociétés. Donc pour nous, le travail, ce n'est pas une activité avec des individus qui sont interchangeables, c'est une activité qui est prise dans un ensemble de réseaux sociaux, de réseaux humains, et il est important de penser la coordination et la fonctionnalité nouvelle de ces temps de travail et de ces temps hors travail. Ça, c'est le premier trait qui distingue la culture écolo. Deuxième trait distinctif, alors on n'est pas dans c'est pas le small is beautiful, hein, c'est pas le petit, tout ce qui est petit est beau, mais enfin c'est quand même une certaine de méfiance, de défiance traditionnelle pour la grande organisation productive, pour la standardisation, pour le fordisme, pour la massification, dit-on dans d'autres contextes, ou d'ailleurs de façon plus générale pour la vitesse aussi, pour l'accélération qui s'amplifie au cœur du système. Alors, vous savez, il y a beaucoup de langues dans lesquelles il y a 2 mots pour définir le travail. Vous avez dû tripoter ça et triturer cette problème linguistique. Bon, enfin, c'est en grec, il y a le testai, puis il y a le poney, enfin, plutôt du côté de la petite série, du travail lent, de l'artisan, de la petite entreprise, de la petite organisation, que du côté de la grande. Deuxième trait caractéristique, la culture écolo. La critique du gigantisme, pour aller vite. Troisième élément, c'est le fait qu'on situe la question du travail dans une vision de l'économie. Alors, les termes habituellement employés par les écolos, par exemple par l'IPS, qui a beaucoup de fait là-dessus, c'est l'idée de la démocratie économique ou l'économie plurielle. C'est qu'on n'est pas seulement, nous, dans l'économie mixte, hein, l'économie de capital,
l'économie de service public, on y ajoute évidemment cette affaire de tiers secteur, ou qu'on appelle maintenant l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle de longtemps l'économie alternative et solidaire, ce qui montre à quel point on s'est affaissé idéologiquement. Mais voilà, donc l'idée est qu'il y a 3 secteurs possibles et 3 formes de propriété qui peuvent correspondre aussi à des pratiques du travail qui soient différentes. Et d'une façon plus générale, la culture écologiste conteste, c'est assez important je pense, les situations de monopole, aussi bien d'ailleurs que celles de concurrence non régulée, les formes d'organisation qui sont pauvres ou les formes d'organisation invasive. Donc, entre le tout État et le tout privé, la culture écolo suggère évidemment des combinaisons marché, non marché, marchand, non marchand, des combinaisons échanges monétaires, troc, gratuité, qui produit chez les écologistes une sympathie assez ancienne pour des formes d'innovation, d'expérimentation sociale, comme les systèmes d'échange locaux, les réseaux d'échange de savoir, les logiciels libres, les monnaies plurielles, enfin que sais-je, enfin, tout ce qui évidemment correspond à une variété ou une diversification des formes d'intervention économique. Et à partir de là, l'écologie revendique incontestablement la nécessité de retrouver aussi de la diversité dans les formes d'insertion dans l'activité. Et elle met en cause assez clairement, qui se situe là d'une certaine façon dans d'autres traditions de contestation, le modèle salarial comme modèle exclusif, ou comme modèle dominant plutôt d'intégration. Donc elle va s'intéresser à la création d'entreprises, s'intéresser à l'auto-emploi, à l'autoproduction accompagnée, en particulier pour toute une série d'activités qui sont destinées à produire des biens et services pour sa propre consommation ou pour son entourage. Le 4e trait distinctif, l'écologie, ou la culture écologique, l'intuition, enfin les valeurs, je ne sais pas quels sont les termes les plus appropriés, se propose évidemment dans le cadre du travail d'élargir, je renvoie à les travaux de Gortz enfin, sur ces sujets sont évidents, d'élargir les espaces d'autonomie, de dépendance et de réduire la place de l'hétéronomie. Donc elle revendique fortement l'idée de la mobilité professionnelle, en gros par pouvoir changer d'employeur et de métier, et elle soutient par conséquent l'idée aussi d'une sécurité sociale professionnelle. Elle vise l'accompagnement, la reconnaissance, la mise en sécurité aussi de la diversité des lieux et des temps d'activité. D'où l'intérêt qu'on porte évidemment pour tout ce qui touche aux formes alternatives et sécuriser et protéger, enfin, réguler le télétravail, toute la réflexion des pratiques sur les agences du temps, en particulier des agences du temps, enfin, les usages différenciés du temps dans la vie. Et aussi, d'où un intérêt alors, qui est moins fort ces dernières années, mais qui ressurgit périodiquement, sur les formes de pluriactivité, pouvoir avoir plusieurs employeurs, ou pouvoir travailler pour soi-même ou pour le compte d'autrui, qui sont, du point de vue juridique, pour quiconque a essayé ça, créent des situations de galère tout à fait épouvantables. Et enfin, dans le cadre de cette idée de créer de l'autonomie contre l'hétéronomie, elle, au-delà même de la possibilité d'un cumul entre un revenu de transfert et un revenu d'activité, elle entend aller vers le découplage, alors évidemment, il y a les rentiers qui font ça, me direz-vous, enfin, entre le travail et le revenu. D'où l'idée qu'il faut promouvoir l'affaire du revenu d'existence, du revenu d'autonomie, sous une forme ou sous une autre, avec 2 motivations principales à ça. Premièrement, cette idée, qui reste une idée quand même un peu subversive, que l'appartenance à la société doit protéger de la nécessité. Et puis cette deuxième idée que l'inscription dans le travail, mais je renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure par Christian, doit être autant considérée comme une source d'épanouissement personnel que comme un moyen de gagner sa vie. Donc ça, c'est des éléments qui structurent un petit peu les points de repère traditionnels, j'allais dire, du militant écolo moyen, et qui fait qu'on a non pas des stimuli qui font qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, mais enfin quand même qui nous permettent de nous situer dans le champ politique. Alors à partir de ces points partagés et de ces points avec la gauche classique, si on veut, avec les gauches, quelles qu'elles soient, et de ces points distinctifs, moi tu me dis quand je suis au bout de mon temps. À partir donc de ces points-là, moi j'ai essayé de lister les opportunités qui sont offertes par la mutation écologique, qui correspond à la première des questions posées par Christian, de ces mutations dans la production du point de vue du travail.
il me semble, sans être grandiloquent, que la perspective écologique, ou écologiste d'ailleurs, autorise l'hypothèse d'une nouvelle utopie, voire même d'un nouvel âge du travail. Alors évidemment, la crise dans laquelle on se trouve engagé est une crise multiforme, hein, dont on connaît les éléments constitutifs, hein, le déséquilibre entre le travail et le capital, on a déjà parlé, les désordres et la prolifération pour le coup de la finance, la mise en cause des formateurs de la distribution et les phénomènes de paupérisation de l'État, hein, la privatisation généralisée des dispositifs de protection sociale. Évidemment, il y a la dimension de la crise écologique. L'accent sur chacune de ces causes, en fait, est un facteur de transformation du travail. Et là, je voudrais m'arrêter singulièrement sur la dernière de ces causes, qui est la crise écologique. Alors, j'insiste sur deux changements de représentation qui rendent, là encore, singulière l'approche écolo. La première singularité, c'est la dissociation de l'idée du progrès du travail et de l'idée de la croissance. Au-delà du contexte probablement durable de récession, l'idée des écolos, c'est quand même que les marges d'amélioration du travail, les marges de changement du travail, ne se situent ni dans des réserves qui sont très aléatoires de croissance externe, ni évidemment dans la pressurisation, si vous permettez l'expression, supplémentaire du travail, mais plutôt dans l'optimisation de l'organisation générale du système. Donc la dissociation entre progrès dans le travail et croissance économique. Et j'insisterai davantage sur le deuxième aspect, qui est la nécessité de l'alliance entre le travail et la mutation écologique. Et cette alliance entre le travail et la mutation écologique, elle passe par un certain nombre d'éléments. Là encore, j'en ai cité deux. Le premier élément, c'est le fait de compter autrement. Compter autrement, prendre en compte évidemment l'ensemble des externalités écologiques, intégrer le temps long au calcul économique. Il est absolument indispensable de reprendre le travail, qui est évidemment un peu en jachère ces derniers temps, sur les indicateurs et sur les conditions de mesure de la richesse. Et cette alliance entre le travail et l'écologie doit intégrer absolument l'idée que la nature a non seulement une valeur d'usage, c'est classiquement reconnu, mais que la préservation des mécanismes de sa reproduction est en soi-même un facteur économique. On aura l'occasion d'y revenir. Et il y a deux terrains possibles sur lesquels on peut imaginer cette alliance, pour compter autrement et pour intégrer la valeur économique de la nature. Il y a tout ce qui touche aux pratiques de circuits courts, aux pratiques d'écologie industrielle, aux pratiques d'éco-conception, aux pratiques de ce que les écologistes appellent le biomimétisme. Alors, je ne vais pas trop développer, parce que sans doute on aura l'occasion d'y revenir. Je vous épargnerai les hypothèses, les différences entre le recyclage, l'upcycling, le downcycling, enfin sur lequel j'avais prévu de faire un petit dégagement, mais je vais aller un peu plus vite. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, l'idée des écolos selon laquelle les produits doivent être conçus de telle sorte que chacun puisse, en fin de vie, servir d'ingrédient à un nouveau processus ou à un objet nouveau, a une assez grande importance sur les conditions de transformation du travail. C'est cette idée, pour simplifier, que les produits doivent être conçus de telle façon que, par exemple, les nutriments biologiques retournent dans le cycle organique et les nutriments industriels, ou les nutriments techniques, dans le cycle industriel. Cette idée-là, cette idée qu'on ne doit pas affaiblir ni en qualité ni en quantité la productivité de la biosphère, ni prélever plus que ce qu'elle peut reconstituer dans les temps déterminés. Cette idée-là, ou l'idée du biomimétisme, qui est en gros l'idée qu'il faut regarder comment fonctionne la nature pour, du point de vue de l'activité productive, non pas philosophiquement se caler dessus, parce que la nature ne fonctionne pas en tant que telle, de telle ou telle façon, mais quand même pour comprendre ce sont les mécanismes de production naturelle. Cette idée a des impacts évidemment très profonds sur le travail. D'une certaine façon, elle lui redonne des couleurs. Et je voudrais prendre quelques exemples à partir de là. D'abord, il est clair que cette façon de voir les évolutions productives à partir de la crise écologique
nécessite un décloisonnement des activités, d'un certain nombre d'activités, qui sont des activités de recherche. Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Ça suppose des langages nouveaux, ça suppose des recompositions de pratiques professionnelles, ça suppose des chaînes originales de production et de traitement de l'information. Et du coup, dans la culture, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure par Christian, dans la culture de gestion ou dans le management, on retrouve un certain nombre de questions qui sont des questions fortes, en particulier la question de l'entreprise comme un espace, comme une organisation apprenante elle-même, dans lequel le partage de l'information, la responsabilisation, la valorisation, le réseautage, la mise en réseau, la réflexion commune, l'autonomie pour le coup dans la prise de décision, la recherche du sens donne au travail un certain nombre pose un certain nombre d'exigences et appelle un certain nombre de modifications. Du coup, loin de s'appréhender comme un objet comme objet qui se suffit à lui-même ou qui est sa propre finalité, le travail reconquiert dans cette perspective une fonction socialisatrice, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais enfin, je dirais d'interface pour aller vite. Avec le consommateur, avec l'usager, le travailleur va reposer la question du service avant la vente, du service pendant la vente et du service après la vente. Il s'agit donc de donner corps, l'écologie donne corps à mon avis à l'hypothèse sur laquelle vous travaillez beaucoup, l'économie de la fonctionnalité, assez résumée par la définition qu'on a donnée Christian dans différentes de ses interventions. Le consommateur se pense plus comme le propriétaire simplement d'un bien, mais il se pose et il se pense comme l'usager d'un bien. Et on soupçonne mal à cette heure l'ensemble des conséquences qu'on peut tirer, l'ensemble des possibilités qui sont ouvertes aux articulations nouvelles, par exemple entre travail et démocratie. Alors, au sein du territoire, c'est tout un système de coopération et de complémentarité qui devient possible, qui devient nécessaire, qui devient indispensable même, entre des entreprises, des consommateurs, des salariés, et évidemment les pouvoirs publics, et notamment, par exemple, dans un cadre, en général, les choses n'ont jamais été réfléchies sous cet angle-là, de l'extension des pouvoirs, par exemple, des conseils de développement prévus par les lois Vonnet-Chevènement dans les intercommunalités. Comment des lieux de ce type, les conseils de développement, les ADO, peuvent être des moments où on réfléchit sur les impacts, les relations entre le travail et le hors-travail, et les impacts de la production sur le territoire. Évidemment, des possibilités nouvelles aussi dans la relation entre exécution et conception, dans ce qui était appelé autrefois par nous la division sociale du travail. Comment on partage ces nouvelles compétences dans l'acte productif? Comment on renforce les capacités d'alerte, les capacités d'évaluation des métiers qui sont des métiers de bout de cycle, je n'ose dire de bout de chaîne? Comment on requalifie le travail manuel le plus élémentaire, et en particulier, comment on donne aux tâches de maintenance et aux tâches de recyclage une fonction particulière? C'est tout un espace qui s'ouvre, un espace de valorisation, un espace de démocratie, un espace de débat au travail pour des institutions comme les comités d'entreprise ou les et comme les CHSCT. Donc, moi, ayant quasiment atteint mon temps de parole, je ne développerai pas non plus sur les formes démocratiques qui sont possibles quant à la planification, quant à la prévision, quant à la prospective et évidemment quant à l'évaluation dans un schéma de ce type. Alors évidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire que là il y a un certain nombre d'intuitions, il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre d'anticipations de la part des écologistes, et singulièrement puisqu'on le représente ici, l'Europe Écologie Les Verts, et puis ensuite il y a évidemment le passage à l'acte, la question du programme. Et ce passage-là, il se présente avec un certain nombre de contraintes. Et je vais être assez court parce que je vais passer la parole à Sandrine, mais évidemment une contrainte forte est que sur ces questions-là, on a l'impression non pas qu'il y ait une régression de la politique, mais un peu quand même. L'affaire des 35 heures ou des 32 heures ou de la réduction du temps de travail est quand même assez significative. La gauche a des 35 heures honteuses. De toute façon, on peut prendre le problème partout debout. Moi, j'ai négocié un accord électoral récemment avec un parti partenaire, le Parti Socialiste. C'est vrai que c'était compliqué. Enfin, le bilan des 35 heures n'est pas aujourd'hui dans ce qui est positif, dans ses limites, dans ses contradictions, n'est pas aujourd'hui assumé. Donc, en remettre une louche sur la question du partage du travail et sur la question du temps de travail toute la vie est une question qui est une question politiquement compliquée.
Évidemment, il y a la difficulté du rapport de force interne aux entreprises, entre les organisations syndicales et le patronat, qui rendent également difficiles ces sujets. Donc comment mettre en priorité cet ensemble vaste de sujets est sans doute une question, difficile. En tout état de cause, on a 3 champs dans lesquels ces intuitions peuvent passer à la politique. C'est évidemment, le premier champ, c'est celui des grandes politiques publiques. On parlera des politiques de sécurisation du travail, de lutte contre la précarité, de lutte contre la souffrance au travail, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui touche quand même à la réforme démocratique dans son ensemble, et pas seulement la démocratie dans l'entreprise. Il faut évidemment aérer ce pays et faire en sorte que dans l'ensemble des institutions de la démocratie, les questions du travail soient davantage présentes et davantage traitées, des objets politiques, là encore pour reprendre ce qui a été indiqué par Christian. Puis un troisième sujet qui est le sujet délicat de la place de l'expérimentation sociale dans les cultures politiques de transformation. Les expérimentateurs sociaux, dans les années 80-90, ont souvent été les apprentis sorciers de la déréglementation, de la mise en cause des formes antérieures du compromis. Nous sommes pourtant obligés, dans le travail compliqué de recherche qui est conséquent de toutes les indications que nous disons là, de procéder à l'expérimentation, justement si on veut éviter la standardisation et la massification politique. Comment construire un secteur d'expérimentation sociale sans déstabiliser l'ensemble du système. Et c'est là peut-être que ça fait écho à la troisième question que posait Christian. Évidemment, pour traiter toutes ces questions-là, pour construire les alliances qui sont nécessaires pour leur apporter une réponse, on ne peut plus fonctionner avec des partis qui sont des partis qui disent vrai, avec des partis qui sont soit dépositaires de la vérité parce qu'ils se présentent comme des avant-gardes, soit des partis qui sont dépositaires de la vérité parce qu'ils ont le savoir technocratique. La question de la construction politique du savoir collectif pour entreprendre la transformation, la question des formes coopératives, c'est un sujet qui intéresse beaucoup Europe Écologie Les Verts, des formes coopératives par lesquelles se produisent les éléments de réponse aux questions qui sont posées ici, sont des questions pour nous qui sont une question qui est tout à fait majeure. Alors comment on s'est dépatouillé de cet ensemble de contradictions? Peut-être Sandrine, tu peux nous dire quelques mots sur le projet lui-même. J'espère avoir indiqué dans quel cadre global on réfléchissait en travailler. Bien, alors je vais vous détailler un petit peu en effet les propositions qu'on a dans le programme avec 2 idées préliminaires. La première idée liminaire, c'est qu'on a travaillé ce programme dans un processus de concertation très fort depuis un an, depuis plus d'1 an, même depuis presque 2 ans, avec des auditions, avec des rencontres, des rencontres avec les milieux syndicaux, notamment avec les représentants des organisations syndicales sur à peu près tous les sujets, avec des forums, avec des citoyens, etc. Ce qui fait que au final, on a eu énormément de contributions dont on a tiré ce programme. Alors évidemment, sur la base de ça décevra forcément tous les gens qui ont participé à toutes ces formations, parce que si on met bout à bout toutes les contributions qu'on avait, on avait plus de 1000 pages, et puis là, on se retrouve avec un truc de 100 pages. Alors fatalement, il y a plein de choses qui sont passées à la trappe. Mais quand même, on a essayé de ne pas faire un programme dans le cadre d'Europe Écologie, mais de faire un programme en dialogue avec la société et en dialogue avec les attentes de la société. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a été en difficulté sur ce programme, mais ça, Jacques l'a très bien dit, entre une utopie, une espèce de ligne d'horizon, et puis des mesures concrètes à mettre en place dans une mandature. Et ça, c'est une contradiction qui n'est pas si facile que ça à dépasser, parce que finalement, si on regarde un petit peu la philosophie du travail dans la pensée écologiste, on est sur une vision assez révolutionnaire du travail, puisqu'on change complètement le cadre de réflexion dans lequel se met en place le travail. Du coup, changer comme ça, à ce point-là, les fondements même du travail dans une mandature, ça n'est pas simple. Et du coup, on se retrouve dans une difficulté à faire avec l'existant, à faire progresser l'existant et à essayer de trouver quand même les fondements de notre utopie. Donc ça, voilà, vous allez le retrouver tout au long de mon exposé là, parce que c'est quelque chose qui est très flagrant en lisant le projet. Alors, pour moi, il y a 3 axes fondamentaux sur la question du travail dans le programme. Le premier, c'est le fait de développer et de valoriser le droit au non-travail et la mobilité dans le travail. C'est-à-dire que
j'y reviendrai, mais on casse un peu l'idée qu'on fait des études, puis on travaille, puis on s'arrête de travailler. Donc on a une révolution des temps de la vie comme ça. Deuxième axe dans le projet, c'est la qualité du travail. Avec l'idée que on n'a pas à créer des emplois pour des emplois, l'important est la qualité des emplois que l'on crée et donc la qualité de vie des personnes qui occupent ces emplois. Voilà, ça c'est le deuxième axe fort. Et le troisième axe fort, à mon sens, dans le projet, c'est la question de l'interrogation des externalités sociales et environnementales du travail et des emplois que l'on crée. C'est-à-dire quelles sont les conséquences sociales et environnementales du travail, quel est le sens du travail que l'on donne. Voilà, et après je conclurai sur les tensions qui demeurent, à mon avis, dans le projet. Alors je ne sais pas si on doit faire ça quand on est politique, parce que normalement on doit au contraire vous faire l'apologie du projet, mais finalement je conclurai sur une note un peu plus timorée, mais je compte sur votre je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, enfin je compte sur vous. Voilà, alors, sur votre indulgence, voilà. Alors, la première chose, c'est développer, valoriser le droit au travail et au non-travail, enfin le droit au non-travail et la mobilité dans le travail. On a, à mon avis, 4 éléments forts. Le premier, c'est la réduction du temps de travail. Alors, la réduction du temps de travail, là, typiquement, on est sur une réduction tout au long de la vie et sur une réduction dans la semaine. Sachant que la réduction dans la semaine posait problème et a posé problème dans l'écriture du projet, puisque précisément on sait de moins en moins dire quels sont les temps de travail et les temps de non-travail dans certains emplois. Et puis par ailleurs, on est face à un problème d'acceptabilité sociale forte. Et d'ailleurs, moi j'ai quand même été extrêmement frappée que dès lors qu'on a sorti le programme et qu'on l'a adopté, la première chose qui soit sortie, alors que c'est une ligne du programme, c'est les 32 heures. C'est ça qui a fait la une des journaux, alors qu'on disait qu'on testerait les 32 heures dans le cadre d'accords de branche avec l'accord des entreprises. Donc vous voyez, on n'était pas non plus dans un truc très autoritaire, et puis finalement c'est quand même ça qui est ressorti, pour vous dire qu'on est quand même dans un problème de difficulté sociale à comprendre la diminution du temps de travail. Donc voilà, donc réduction du temps de travail tout au long de la vie, c'est évidemment un droit à la retraite, mais c'est surtout, ça s'ancre dans un droit à la formation tout au long de la vie. Et je pense que ça, c'est un des axes importants, c'est qu'on donne le droit à des temps de formation, et à des temps de formation liés au travail, mais à des temps de formation aussi qui sont non liés au travail, qui peuvent être des temps d'éducation, d'épanouissement, ou des temps de reconversion complets. Donc là, par exemple, on met dans le projet qu'on a le droit à 6 années de crédit de temps de formation au-delà du bac. Voilà. Donc 6 années de crédit que l'on pourrait utiliser tout au long de la vie. Alors, pour ce faire, évidemment, on doit s'appuyer sur parce que pour qu'il soit effectif ce droit à la conversion, pour qu'il soit effectif ce droit à la formation, il faut que les personnes aient la possibilité d'avoir un revenu. Et alors là, c'est plus compliqué, parce que du coup, on s'appuie sur l'allocation universelle. Alors, on met dans le programme l'allocation universelle, sauf que si on calcule le coût d'une allocation universelle, actuellement, dans la mandature qui vient, on n'est pas en mesure de la mettre. Donc ce qu'on a mis dans le programme, c'est une expérimentation de cette allocation universelle et une revalorisation des minima sociaux, ce qui permet normalement quand même d'atteindre un minimum de revenus dans les temps de formation. Deuxième grand axe, la qualité du travail. Alors, sur la qualité du travail, un point a été développé sur la question du temps partiel, avec 2 idées. Les exonérations de cotisations sociales seront sous condition, sur les salaires faibles, enfin sur les emplois non qualifiés, seront sous condition, notamment sous condition de durée du travail, avec des minimums de 30 heures. Première mesure. Deuxième mesure, le fait que toute heure supplémentaire effectuée dans le cadre de contrats à temps partiel sera majorée si les personnes travaillent moins de 30 heures par semaine. Ça, l'idée, c'est de travailler et d'éliminer cette plaie quand même sociale que l'on a et qui se développe extrêmement fort ces dernières années, qui est le travailleur pauvre et le développement des travailleurs pauvres. Alors, on a aussi une remise au goût du jour, enfin une revalorisation du droit du travail avec 3 mesures importantes: la hiérarchisation des normes, l'effectivité du droit et le renforcement du coup des mesures d'inspection du droit du travail. Et ça,
c'est pareil, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en disant que la qualité du travail, c'est aussi le droit à faire vérifier cette qualité du travail et le droit des salariés à faire vérifier ça. D'ailleurs, c'est une des tensions dans lesquelles on est, mais j'y reviendrai en conclusion. La démocratie et la revalorisation de la démocratie, enfin une nouvelle démocratie dans l'entreprise, parce que c'est même pas une revalorisation, c'est une nouvelle démocratie avec des formes de participation au sein des entreprises, avec l'accompagnement à la structuration syndicale dans les TPE, dans les PME et dans toutes les entreprises, avec une question aussi, un focus sur les sous-traitants. La mise en place d'un service public de santé au travail pour dire que là on est sur un enjeu social fort, voilà, avec notamment l'intégration de nouveaux risques, et tous ces nouveaux risques sont notamment les nouvelles substances, évidemment le stress au travail, la souffrance au travail, mais au-delà aussi des nouvelles substances auxquelles sont confrontés les salariés. Et puis évidemment il y a l'égalité homme-femme, mais ça c'est l'égalité homme-femme. On est sur l'égalisation des salaires, on est sur la participation des femmes au poste de direction, mais finalement, la lutte contre le travail précaire et la lutte contre les travailleurs pauvres, c'est aussi et peut-être la mesure principale d'égalité homme-femme que l'on a dans notre projet. Alors sur le troisième grand axe, qui est les externalités sociales et environnementales, les conséquences sociales et environnementales du travail, et donc l'interrogation sur le sens du travail, le sens de des emplois que l'on crée. Alors on a... je n'arrive pas à me relire. Oui, alors, on a par exemple dans le projet une mesure qui consiste à développer le travail hors les murs de l'entreprise, avec la création de maisons du travail qui soient proches des lieux d'habitation et qui permettent de mutualiser les salariés et de limiter les transports. Et les transports urbains, par exemple, en Île-de-France, un des énormes problèmes qu'il y a, c'est les transports domicile-travail, parce que les réseaux de RER sont à saturation, qu'on n'est pas en mesure de créer de nouveaux RER parce que les lignes sont pleines et qu'on ne peut pas en augmenter la fréquence. Du coup, on a un vrai problème de localisation du travail et de limiter les transports. On a ce qui réinterroge du coup aussi les temps de travail et le non-travail, parce que si on dit c'est dans une maison hors les murs, ça peut aussi être à domicile, et du coup on change les modalités de travail. On a aussi des mesures sur les longs horaires et les hauts revenus, parce que avant de diminuer le temps de travail, il y a aussi à faire respecter le temps de travail. Et ça, il y a quand même toute une catégorie des salariés qui dépassent largement les temps de travail, et particulièrement les temps des cadres augmentent très fortement ces dernières années, et avec la crise, ils tendent encore à augmenter. Ça a des conséquences sociales et environnementales très importantes en matière de santé, en matière de transport, en matière de consommation. Et donc on agit là-dessus. Sur les hauts revenus, avec l'idée alors, les hauts revenus, on a eu une grande discussion là-dessus parce qu'il fallait évaluer une échelle entre les bas revenus et les hauts revenus. Et donc, au sein du mouvement, il y avait les gens qui disaient il ne faut pas plus de 4, d'un rapport de 1 à 4 entre le plus haut revenu et le plus faible revenu. Et puis, il y en a d'autres qui disaient que c'était irréalisable. Donc, on est arrivé à un compromis qui consiste à dire qu'on ne doit pas dépasser un rapport de 1 à 30. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais finalement aujourd'hui on est à 1 à 150 entre le premier et le dernier décile, donc le dernier centile, pardon. Donc passer de 1 à 150 à 1 à 30, on progresse. C'est sur la mandature, hein, donc on a 5 ans pour le faire. Si on est réélu, après on refera de 1 à 4 peut-être. Ensuite, le développement de l'économie sociale et solidaire, et surtout l'appui public à de nouvelles formes d'entreprise, type les SCOP, et c'est en ça que la démocratie est sans doute quelque chose que l'on voit aussi différemment, c'est vraiment la participation des salariés au sein de leur entreprise. Enfin, la conversion de certains secteurs, avec la création du coup, avec la transformation profonde du travail de certains secteurs, notamment le nucléaire, l'automobile, toutes ces choses-là, qui posent vraiment la question de comment on transforme le travail profondément dans ces secteurs-là. Alors, je vous disais en début de mon intervention qu'on était dans des tensions dans le programme. Alors, je vais vous en lister 5, qui à mes yeux sont 5 tensions qu'on n'a pas complètement réussi à dépasser et qui sont la conséquence de cette idée qu'il faille développer le long terme, la ligne d'horizon, l'utopie, mais qu'on est quand même dans le cadre d'une mandature. Et ces 5 tensions-là, pour l'instant, n'ont pas été relevées, mais à mes yeux, si elles le sont, je pense qu'on sera en difficulté d'y répondre, parce que là-dessus, on n'est pas complètement au clair. Première tension, c'est que tout le programme écologiste
consiste à développer des activités intensives en travail et à réintensifier la production en travail. C'est le cas dans l'agriculture, par exemple, où on démécanise et on remet du travail, et c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, donc on intensifie la production, enfin, on remet du travail dans la production, et puis on dit à côté de ça que le travail n'est pas au centre de la vie de tout le monde. Donc à la fois on recrée du travail dans la production, et puis on dit que c'est pas ça l'important. Donc voilà, on a une première tension là-dessus, qui est largement dépassable, enfin qui existe. Deuxième tension, c'est dans le droit dans le travail, la limitation du travail, et le fait que, ça, Jacques l'a dit, on est vraiment dans le développement de l'auto-entrepreneur, des TPE, voire même de l'ESS ou des SCOP. Et mine de rien, cette idée d'économie sociale et solidaire ou de nouvelles formes d'entreprise type SCOP, elle pose vraiment la question, une coopérative, ça pose vraiment la question de quelle place du droit du travail, puisque les salariés sont eux-mêmes possédants de l'entreprise, et du coup, on n'est plus sur une inspection, on n'est plus sur un rapport salarial tel qu'on peut l'être dans une grande entreprise. Et là aussi, on a une tension. Troisième source de tension, c'est l'augmentation de la qualification de tous, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans le projet. Donc, augmentation de la qualification de tous et relocalisation des activités, et toutes les activités, y compris du coup des activités non qualifiées. Voilà, donc on est à la fois sur un développement de la qualification et une relocalisation de toute la filière de production, donc de certaines parties moins qualifiées. Quatrième source de tension à mes yeux, c'est la question du renchérissement du travail, et notamment si on crée une allocation universelle, on peut estimer que il y aura un effet domino sur l'échelle salariale, donc on est sur un renchérissement du travail, et à la fois une volonté de limiter les revenus et une intensification du travail, et ça quelles conséquences ça a sur les prix des produits, sur le pouvoir d'achat, et là on n'a pas complètement déroulé la bobine de fil à mon sens. Enfin, la dernière tension, c'est sur une nouvelle démocratie, où je conclurai sur celle-ci parce que pour moi c'est peut-être la plus problématique, au sens où il va falloir trouver une réponse assez rapide. Une nouvelle démocratie, et quelle place des syndicats ? Parce qu'en fait, dans la nouvelle démocratie telle qu'on la conçoit chez les écologistes, c'est vraiment la participation des salariés au capital de l'entreprise, c'est la participation des salariés au CA des entreprises, mais c'est pas forcément la représentation syndicale en tant que telle et la reconnaissance des syndicats comme des interlocuteurs, enfin comme les garants de la démocratie dans l'entreprise. Et du coup, là, on a une vraie difficulté à gérer, qui est quelle nouvelle place des syndicats dans les entreprises, et je pense que là-dessus, il y a encore un peu de fil à dérouler. Bon, d'abord, merci beaucoup à tous deux d'être engagés si directement dans le sujet. Il y a des tas de points d'interrogation qui m'ont fait en tout cas cheminer dans ma réflexion en les écoutant. Peut-être pour relancer un débat, comme ça, on va faire circuler la parole, une première réaction. Je pense qu'on a une première question d'ordre sur les questions philosophiques, qui est la centralité du travail. Là, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait qu'on arrive à discuter ensemble, et tous ensemble, parce que c'est vrai que à Thémis, et les travaux que l'on porte, et les gens avec qui nous travaillons de manière régulière, nous avons plutôt tendance à revenir sur la question de la centralité du travail comme une question essentielle, à la fois pour la construction de soi-même, y compris par rapport à des problèmes d'ordre psychologique, des problèmes d'insécurité d'ordre personnel, et le travail est quelque chose d'extrêmement stabilisateur, extrêmement constitutif d'une personnalité. Et de considérer que le travail pourrait être d'une certaine manière un peu à côté, ça nous pose une question. Ça nous pose une question. Là, et de ce point de vue, ça réinterroge sur qu'est-ce que l'on appelle le travail. C'est-à-dire, effectivement, le travail salarié se donne dans un certain nombre de conditions,
en même temps, ce travail salarié, dans certaines conditions, le travail de salarié apporte des satisfactions aux personnes. Ce n'est pas forcément le travail salarié en soi qui pose problème, c'est les conditions dans lesquelles ce travail salarié est mis en œuvre, est reconnu et assumé. Donc là, il y a quelque chose, il me semble, important sur le plan à la fois philosophique, et d'ailleurs on retrouve cette tension, quand on revient sur sa première tension, elle indique bien, quelque part, cette question. Comment dirais-je, on pourrait reprendre aussi cet enjeu quand on parle de l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a des gens qui sont salariés des associations, il y a des bénévoles dans ces associations. Alors qu'en est-il de les bénévoles? C'est du travail? Pas du travail? Est-ce que c'est un travail qui renvoie à quel type de référent? On sent bien que là, il y a des questions qui ne sont pas complètement... qui sont pas anodines. Et nous avons rencontré d'un côté des scopes dans lesquels on retrouvait des méthodes de travail dignes de n'importe quelle entreprise du CAC 40, et puis des scopes où au contraire, l'organisation de travail et les questions de travail étaient effectivement posées dans des étapes complètement nouveaux. Mais le statut, il nous semble que le statut scope n'est pas complètement garant, voilà, une façon de rendre tout le monde du travail. Donc on sent que cette question du devenir du travail nécessite des interrogations plus fortes que simplement les questions de statut. Ça, c'est une première série de questions. C'est vrai que sur la question du temps de travail, alors il y a tout un débat, un bilan du passage aux 35 heures, des processus de RTT. Beaucoup d'entre nous, dans l'activisme, nous avons été très engagés dans l'accompagnement d'entreprises ou d'institutions dans le passage de 35 heures. Comment dirais-je, un des points importants qui s'est un peu dégagé un peu de ces enjeux, c'est deux points. D'abord, c'est moins le problème du partage du travail que le fait que, à travers la question du 35 heures, ça crée des espaces nouveaux de développement d'activités de service, les activités de service demandant à la fois des activités salariées et des temps libres des bénéficiaires pour contribuer au service. Donc un espace d'ouverture et de création d'activités nouvelles, par le fait que les gens n'étaient pas tout le temps pris par le travail salarié, mais en capacité temporelle de contribuer à des activités autres que les activités de leur activité de salarié. Donc pour nous, le rapport qu'il y avait à la croissance économique, à la dynamique économique, était moins le fait qu'à travers les 35 heures, c'était le partage des emplois, parce que finalement c'est quand même assez faible cette affaire-là, mais plutôt l'idée qu'à travers le passage aux 35 heures, se posaient des opportunités de développement de temps dans lesquels les personnes étaient en capacité de contribuer à une activité de service. Et de ce point de vue, vous n'êtes pas du tout intervenu là-dessus, mais c'est vrai que nous sommes très attentifs au fait que le travail a beaucoup changé avec le passage au monde des services. Le travail se pose dans des conditions très nouvelles avec la question des services. C'est un point que vous n'avez pas du tout à aborder dans votre exposé. L'autre aspect à propos du temps de travail, c'est que ce qui nous a semblé poser des difficultés dans les organisations à propos des passages de 35 heures, c'est une difficulté de revenir sur le contenu économique du temps de travail. C'est-à-dire que le temps de travail n'est pas du tout homogène. À des moments, on est dans un temps de travail, on pourrait dire, d'exécution de sa mission. Un enseignant enseigne, un conducteur d'autobus conduit son autobus, donc une espèce de production directe, car on est en direct avec la mission. Dans d'autres moments, le temps de travail n'est pas du tout dans la production directe. Il est dans des temps d'interface, de régulation avec les collègues. Conducteur d'autobus, il va falloir qu'il règle un certain nombre de questions avec les régulateurs des lignes, des relations avec les organisations d'usagers, quelquefois avec des usagers en dehors même du temps de travail. C'est-à-dire qu'il y a du travail qui est dans des logiques de régulation interne aux activités, et puis à d'autres moments, le temps de travail, il renvoie à des logiques qui sont des logiques, nous, dans notre jargon, on appelle ça d'investissement immatériel, c'est-à-dire du temps réservé à la formation et à la professionnalisation, un processus de réflexivité, c'est-à-dire de retour d'expérience sur ce que l'on a fait,
Et il nous semble que c'est plutôt en prenant cette question-là que l'on débloque, c'est-à-dire en revenant sur le contenu du temps de travail, en revenant sur, c'est un peu jargonneux, mais ce qu'on appelle la composition comme ça organique du temps de travail. C'est la façon dont ce temps de travail se répartit dans des fonctions qui ne sont pas les mêmes, que l'on arrive à débloquer les débats sur ce que tu as évoqué, Sandrine, comme des débats bloqués, comme des débats sociaux ou des débats issus des blocages politiques de la période des années 80, fin des années 90. Voilà. Et puis peut-être une dernière chose, comme ça permettra de lancer aussi, la question de la démocratie. Alors bien sûr, il y a des dimensions institutionnelles de la démocratie, vous avez raison d'insister dessus, mais malgré tout, la démocratie, c'est aussi le fait que dans le travail, les individus sont conviés de plus en plus à arbitrer, c'est-à-dire à prendre des décisions. À prendre des décisions compte tenu de l'incertitude, compte tenu des événements qui apparaissent, qui viennent et qui augmentent l'écart entre ce qui est prescrit, ce qui est prévu, et ce qui est réellement à assumer. Cet écart, à travers l'activité de service d'un côté et les dimensions très immatérielles des activités de travail, cet écart a tendance à croître. On ne pourra jamais le réduire. Mais cet écart, il nous invite à réfléchir au fait que chaque salarié, chaque personne, est à chaque fois constamment en confrontation avec un problème d'arbitrage. Mais comment arbitrer? À partir de quoi on va arbitrer? Et là, la question de la démocratie, c'est celle-ci. C'est au nom de quoi chacun arbitre? C'est-à-dire comment on peut construire des arbitrages sociaux reconnus comme légitimes pour arbitrer quotidiennement dans notre